on a une pléthore de travaux qui se sont intéressés à ce couple dit original de l'histoire de la psychiatrie. Il y en a vraiment beaucoup. Et pourtant, alors j'ai modifié le PowerPoint parce que j'ai entendu ce matin une phrase qui m'a beaucoup plu. Ça ne marque pas. C'est comme s'il n'y avait pas de transmission qui se faisait. Ça fait 2 siècles pourtant qu'on connaît cette histoire. Et c'est comme si chaque jour, il fallait répéter que ce n'est pas ça. Alors pourquoi ? Alors, je n'ai pas l'intention, aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir répondre, et d'ailleurs moi-même, je ne sais pas forcément pourquoi, pourquoi à chaque fois il faut répéter qu'il y a quand même un infirmier dans cette histoire et que c'est un peu complexe. Mais j'espère quand même vous apporter quelques éléments de réponse et peut-être quelques encouragements, puisque moi-même, et ça aussi c'est quelque chose qu'en partie certains d'entre vous m'ont appris, étant une historienne qui travaille dans un hôpital, je me rends compte que le type de récit que je produis, tout simplement, même sans forcément avoir une position politique, ce n'est pas neutre, ça induit des effets de résonance et que, par exemple, et j'en dirai un mot tout à l'heure, c'est peut-être parfois difficile, dans le cas d'un espace hospitalier, de faire passer des travaux d'histoire sur les infirmiers. Alors, voilà, j'ai pu me rendre compte. Moi, j'ai commencé par les patients, ça va encore. Les femmes médecins, ça commence à être un peu problématique. Les infirmiers, là, c'est complexe. Et alors, si on parle du traitement des morts dans l'hôpital, alors ça devient vraiment très, très compliqué. Donc voilà, je vous fais un plan en 3 parties. J'espère que j'aurai le temps. Alors, comme la montre s'éteint, non, ça va. ou peut-être si les choses ne s'éteignent pas, parce que je peux aussi accélérer mais je peux aussi ralentir mon débit, comme notre collègue canadien nous l'a dit ce matin, puis je peux aussi passer plus vite sur certaines dias, parce que moi, ce que j'aimerais aussi, c'est avoir vos retours, parce qu'on a dit que c'est important d'avoir des critiques, et je rejoins cette question. Donc, un plan en 3 parties. Dans la première partie, je vous montrerai, en fait, et puis c'est normal, n'ayez pas honte, si vous ne connaissez pas Poussin, vous en connaîtrez un petit peu plus dans un instant, mais je vous montrerai que cette éclipse, en fait, ou en tout cas cette difficulté à faire passer l'importance, ou en tout cas de discuter quel a pu être le rôle de Poussin dans la fondation de la psychiatrie, ce n'était pas le cas au XIXe siècle, ou en tout cas, c'est quelque chose qui est, et là, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui oui. Ouais. Est-ce que c'est mieux ou c'est un problème de micro? Non? C'est moyen? Alors, est-ce que vous préférez que je m'asseye? Mais ça va être compliqué parce que je ne verrai pas le... Ou alors, est-ce que c'est mieux si je le tiens à la main, telle une rockstar? D'accord. Alors, je m'adapte. Par contre, j'ai un problème de genou, donc peut-être je devrais m'asseoir. Donc, un plan en 3 parties. Donc, dans la première partie, comme je l'ai dit, je vous montrerai que, en fait, c'est un phénomène relativement récent. Non pas de ne pas reconnaître Poussin, parce que cette reconnaissance est compliquée, mais en tout cas de ne pas pouvoir en discuter. C'est quelque chose dans lequel je montrerai en deuxième partie. Les historiens de métier ou les philosophes des sciences aussi ont joué un rôle qui n'est pas forcément, pour une fois, enfin voilà, c'est bien de s'autocritiquer, c'est un peu compliqué. La façon dont la question a été posée face à l'histoire, notamment en France, mais c'est intéressant, je concentrerai comme sur la France, mais il y aurait toute une postérité, des héritages et des conceptualisations du rapport Poussin-Pinel à faire à l'international. Et d'ailleurs, à s'interroger sur comment est-ce que cette question a pu s'internationaliser, à quel moment dans l'histoire. Et enfin, en dernière partie, j'actualiserai en fait cet exposé et je m'interrogerai plus largement et au-delà de Poussin sur la question des lieux de mémoire et ou de leur absence en ce qui concerne l'histoire infirmière, psychiatrique en particulier, mais infirmière en général, en France. Et qu'est-ce que ça reflète, le fait qu'il y ait peu ou pas de visibilisation des héros, des héroïnes, en particulier dans les lieux, au sens physique du terme. Alors, le 19e siècle. Bon, déjà, tout simplement, peut-être si vous ne les connaissez pas, eh bien, Philippe Pinel est un médecin, on disait un aliéniste ou un médecin spécial, c'est comme ça qu'on disait. Le terme psychiatrie existe, mais on ne l'utilisait pas au 19e. Le fameux Pinel est donc infirmier. Le terme est anachronique puisqu'il n'existe pas ce terme au moment où Poussin, ou en tout cas il n'est pas adossé à sa personne. On l'appelle surveillant, gouverneur et tout à l'heure vous allez voir on l'appelle médecin aussi. Des fous. Quel rôle dans cette création, la psychiatrie, là aussi la question de la création de la psychiatrie, des origines, il faut peut-être s'interroger sur
cette obsession de vouloir retrouver à quel moment précis, quelles sont les origines, comme si d'ailleurs tout s'était joué dans les origines. C'est en soi déjà assez étonnant de vouloir absolument se dire que tout s'est fait au commencement. Mais enfin, dans ce questionnement sur les origines de la psychiatrie française, quels rôles ont été attribués à Puissant au XIXe siècle, au temps de son vivant et juste après qu'il soit décédé en 1811? Eh bien, il y a cette façon de lire le rôle de Puissant qui est celui du fidèle serviteur. Alors ça, c'est une expression qu'on retrouve dans beaucoup de textes. Et en gros, on considère que c'est juste... D'ailleurs, on dit souvent qu'il seconde Pinel telle une béquille. Voilà, une forme un peu de paramédical avant l'heure. Nous sommes en train de réfléchir à d'où vient ce terme de paramédical. Donc c'est pour ça que je me suis permis, même s'il n'est pas tout à fait de l'époque, de l'insérer. Une autre façon, déjà au XIXe, de questionner ce rapport entre ces deux créateurs de la psychiatrie française, de l'aliénisme, de la médecine aliéniste, comme on dit à l'époque, c'est de voir plutôt Puissant comme un collaborateur, un égal de Pinel, mais avec des compétences différentes, des compétences qu'on qualifie d'empiriques. Et enfin, une troisième vision qui existe, vous allez voir, ce serait de dire qu'en fait, c'est bien et bien Puissant qui serait, entre guillemets, supérieur à Pinel, des lectures très masculinistes de leur rapport, et qui serait le vrai fondateur de la psychiatrie, puisqu'il viendrait avant, donc il y a aussi cette idée de l'antériorité, avant Pinel. Et il faut savoir qu'au XIXe siècle, il y a les trois versions, mais que celle qui tendrait à s'imposer vers la fin du siècle, c'est plutôt l'idée qu'ils sont des collaborateurs avec des compétences qui sont différentes. Mais avant que j'entre dans les détails de ces transmissions, du rôle du père fondateur de la profession infirmière psychiatrique et de comment est-ce qu'on conceptualise ce héros dans le 19e siècle, puis au 20e, 21e siècle, peut-être pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore Puissant, et juste avant d'entrer là-dedans, moi j'aimerais bien savoir, et n'ayez pas honte, qui a entendu parler de Puissant avant cet exposé? Ah, quand même, mais il y a quand même un petit quart de la salle qui n'en a pas complètement entendu parler. Voilà. Alors, à propos de cette histoire qu'on a vue dans la page qui est sur infirmier.com, où on tend à comprendre que, en fait, Puissant serait un ancien patient au sens d'un aliéné, au sens d'un insensé qui serait à l'hospice. Non. Alors, dans les sources, c'est très très clair. Il est qualifié d'infirme souffrant d'humeur froide. Qu'est-ce que c'est exactement? Il y a diverses hypothèses qui ont été faites, mais parce que je sais qu'il y a un certain nombre de notations qui ont été faites par les médecins de l'époque, mais j'ai été vérifiée dans les sources où c'est lui qui s'exprime. Voilà. Donc, en tout cas, une maladie, semblerait-il, somatique, qui fait qu'il est passé à l'Hôtel-Dieu dans sa jeunesse. Il était de formation garçon-tanneur, mais il n'a pas pu poursuivre. Mais en revanche, il a pu être recruté initialement donc, à Bicêtre, qui est un hospice, donc un hospice hôpital, enfin voilà, je ne vais pas entrer dans les détails de ces vocables, mais qui recueille en gros les indigents de la ville de Paris, des hommes. Voilà. Et initialement, il est gouverneur des enfants du bâtiment neuf, donc il s'occupe d'enfants dans un des bâtiments. Et il est promu en 1785 gouverneur du bâtiment de Saint-Prix, c'est-à-dire qu'il est en charge de l'ensemble des fous de Bicêtre, soit environ 270 individus. Il se marie dans la foulée avec quelqu'un qui travaille également dans le service des hospices. Je reviendrai sur cette question. Il y a aussi une femme dans cette histoire dont on ne parle pas très souvent. Et à cette époque, on parle en 2, en 3, en 4, mais je vous évite le calendrier républicain révolutionnaire. Il va entrer en collaboration avec le docteur Pinel, mais comme vous le voyez, lui, il a déjà pratiquement 10 ans d'expérience, tandis que Pinel, lui, finalement, débute en partie avec les aliénés. Pinel part, il collabore, comme vous voyez, relativement peu de temps initialement à Bicêtre, pour la Salpêtrière, qui est l'équivalent de Bicêtre, mais pour les femmes. Si vous avez vu le film de Mélanie Laurent récemment, voilà, c'est la Salpêtrière, mais plus tard sous Charcot. Et là, de façon intéressante, Pinel explique au bout de 3 ans qu'il n'arrive pas tout seul à se débrouiller à la Salpêtrière, que c'est impossible. C'est vraiment écrit comme ça dans la lettre, il n'y arrive pas. Il lui faut Puissant, il n'arrive pas à fonctionner tout seul. Et il envoie pour sa requête au ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce qu'il joint à son courrier? Non pas ses propres travaux, mais ceux de son collègue Puissant, les observations du citoyen Puissant sur les fous qui auraient été écrites vers 1785.
97. Alors ça n'a pas été publié à l'époque, hein, c'est la différence par exemple avec un Roumieux, mais c'est intéressant de voir qu'il y a une circulation, et c'est quand même à une échelle supérieure, d'un écrit d'un gouverneur des fous qu'aujourd'hui on appellerait un infirmier-chef, qui est envoyé comme étant la preuve de l'utilité de cette personne et d'un savoir qui est décrit par Pinel comme étant un savoir vraiment consistant et complémentaire du sien, donc d'un collaborateur. Ça n'a pas d'effet. Ce qui a probablement beaucoup plus d'effet, c'est que Pinel lui-même publie. Voilà. Et donc, suite à la publication de son fameux traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale, il réitère sa demande, et cette fois-ci, c'est accordé. Et Poussin le rejoint à la Salpêtrière. Initialement, c'est écrit dans les registres comme chef de la police intérieure, et sa femme est la surveillante des folles. Ce qui est intéressant, c'est que juste après, il va être noté qu'il est marqué médecin, cette fois-ci, des folles. Et si on va regarder dans les comptes généraux, il est payé davantage que le médecin adjoint. Il a donc un salaire de médecin supérieur. Il est possible, c'est quelque chose qui a été très discuté, qu'il ait obtenu, et je reviendrai sur cette question ultérieurement, un diplôme de médecine de type honoris causa sur la base de ses expériences, de la base de la faculté de Bruxelles. C'est un point qui reste obscur aujourd'hui. Il décède et là, il est remplacé par un autre disciple de Pinel, qui est médecin, Jean-Étienne Esquirol, c'est bien connu, et sa femme se fait plus ou moins limoger à son décès. Voilà pour ce qu'on peut dire à peu près. Je suis passée très vite, c'est pour celles et celles d'entre vous qui ne connaîtraient pas. Quelques documents juste pour illustrer. On a peu de temps, puis ce n'est pas l'objet. L'objet aujourd'hui, c'est vraiment de parler de la transmission, de qu'est-ce qui s'est transmis de cette histoire ou pas. Mais je vous ai quand même mis cette fameuse lettre où on voit qu'il demande, Pinel, instamment, s'il vous plaît, que Poussin puisse le rejoindre, parce que vraiment, il n'y arrive pas. Ici, et ce serait intéressant, je n'ai pas le temps d'en parler, mais au fur et à mesure de sa vie, Pinel ne s'exprime plus de la même façon sur son adjoint. Et à la fin, on sent qu'il y a des frictions et il y a un certain nombre de choses qui se passent. Et ici, vous avez l'extrait du fameux mémoire de Poussin, dans lequel il dit, alors ça c'est une grosse polémique, qui a vraiment libéré les fous à Bicêtre ou à la Salpêtrière. Par libérer, on entend enlever les chaînes et remplacer par la camisole. La camisole qui a été inventée par un tailleur de Bicêtre, sous demande de Poussin. Et dans ce mémoire qui est adressé par Pinel au ministre de l'Intérieur, donc Pinel, quelque part, s'adosse à ce qui est écrit dans ce mémoire, c'est bien Poussin qui dit que, in fine, c'est lui qui a mené à bien le fait de débarrasser des chaînes tous les aliénés hommes, donc hommes à Bicêtre, que ce serait lui qui l'aurait fait. Il serait donc le vrai libérateur des fous. Bon. Qu'est-ce qu'on a transmis de tout ça? Je suis passée très vite, mais encore une fois, parce qu'on est sur la transmission. Qu'est-ce qui est transmis de ces différents éléments ou pas? Qu'est-ce qui n'est pas transmis aussi? Comment est-ce qu'on présente, comment est-ce qu'on montre cette histoire au cours du XIXe siècle? Il faut déjà savoir que Poussin, il est très connu des disciples de Pinel. Ça se voit dans les notices nécrologiques. Ça se voit dans tout un ensemble de témoignages. Ce n'est pas du tout une figure qui serait oubliée ou bien occultée. Et d'ailleurs, je l'ai dit, Pinel lui-même, dans son traité, en parle assez largement. Il y a des représentations diverses du rôle qui est attribué à Poussin et Pinel, respectivement l'un et l'autre, dans la création de la psychiatrie. Et ça va de... en fait, c'est Pinel qui est un copieur, il n'a rien fait du tout. D'ailleurs, il est resté presque pas à Bicêtre. Jusqu'à, en fait, c'est l'inverse, Poussin n'existe absolument pas, en passant par peut-être un début de recherche historique un petit peu plus nuancée, dans lesquelles on essaye de chercher dans les documents un petit peu plus sérieusement ce qui a pu se passer. Et je mentionne, parce que je reviendrai sur cette question tout à l'heure, qu'en 1887, le préfet Eugène Poubelle, connu pour une autre réalisation en matière d'hygiénisme, mais a aussi apposé donc une plaque en l'honneur de Poussin à Paris. Donc pas d'occultation et une reconnaissance officielle, ce n'est pas n'importe quoi. D'ailleurs, le discours du préfet Poubelle est assez intéressant en termes de ce qu'il accorde ou pas aux infirmiers, mais je n'ai pas le temps de revenir là-dessus. En tout cas, il y a une reconnaissance assez claire. Alors, le provocateur, c'est Seguin, qui est lui-même en fait un autodidacte en matière d'éducation des idiots. Je pense que ça aussi, vous connaissez peut-être. Mais lui, il est assez cash. Il dit carrément que Pinel apprend de Poussin et que d'ailleurs, en fait, le traitement moral, il l'a totalement emprunté à Poussin, où il lit sa slame, et même à des moines. Ce qui ne se fait pas en France, on n'évoque pas les filiations
religieuse. Je reviendrai sur cette question. L'inverse, Scipion Pinel, le fils de Pinel, qui, parce qu'il est lui-même en fait en délicate position, il est critiqué, va raconter qu'il a trouvé des notes sur le jour légendaire. Donc c'est ça qu'on trouve sur infirmier.com à travers aussi ce tableau. Un jour légendaire où Pinel tout seul aurait enlevé comme ça, face à un politique, Couthon, enfin, peu importe, de toute façon ça ne s'est pas produit, mais qu'il y aurait eu un jour légendaire et qu'il a trouvé des preuves dans les notes de son père, qui n'a évidemment d'ailleurs jamais produites, puisque ces notes probablement n'existent pas. Scipion que vous voyez ici en petit. Petite parenthèse, c'est intéressant parce qu'on voit que les femmes peintres se sont spécialisées au 19e dans la peinture des médecins. C'est quasiment que des femmes qui ont fait des portraits de Pinel. Une version un petit peu plus neutre par Paul Bru. Donc Paul Bru, c'est le directeur administratif. Donc là, on est sous la Troisième République. On a changé de régime, on n'est plus sous l'Empire. On n'est plus non plus sous le Second Empire. Enfin, le 19e, on change beaucoup. On est sous la République. Et on a un directeur administratif. Ce n'est pas le cas. Ça va à l'encontre de ce que voulait Étienne Esquirol, qui était un médecin directeur. Et Paul Bru qui a fait des recherches et qui a recueilli, donc ça c'est quelque chose sur lequel les historiens ont beaucoup, cette idée qu'il y aurait eu un diplôme décerné à Pucin. Les souvenirs du père Richard, ce sont en fait des souvenirs d'une personne, en fait c'est un témoignage oral qui a été consigné. Et là-dedans, vous voyez qu'il y a l'idée que Pucin et Pinel étaient plutôt un duo, que c'est comme ça qu'il faudrait voir les choses. Il faut se rendre compte qu'au cours du XIXe siècle, la raison pour laquelle on emploie ou pas et on présente Pucin comme soit le vrai créateur de la psychiatrie, soit quelqu'un qui a presque rien fait, qui était juste là à côté, qui était un dévoué serviteur, ou bien un collaborateur, tout ça est lié en fait à des débats déjà sur l'utilité des critiques de la psychiatrie, mais également sur la question de savoir s'il faut former ou pas les gardiens. Et d'ailleurs, faudrait-il les appeler des gardiens, des surveillants, des concierges, des gouverneurs? Faudrait-il les appeler des infirmiers? Devrait-il s'agir d'une profession ou d'une forme de domesticité? Et suivant qu'on est plus ou moins pour ou contre la formation infirmière, on met plus ou moins en avant le rôle de Pucin. C'est comme ça que je parle de construction, déconstruction du héros, puisqu'en fait, là, il y a vraiment, à travers les façons dont on présente Pucin comme un héros ou comme un subalterne, en fait, des enjeux qui sont posés derrière, en particulier sous la Troisième République. Alors, un critique qui est intéressant, ce n'est pas un médecin, c'est un préposé administratif au transfèrement des aliénés du département de la Seine. Voilà. Dans une critique qu'il fait en fait des asiles en disant ça ne fonctionne pas, c'est n'importe quoi, c'est le bazar. Une des critiques qu'il fait, c'est de dire les infirmiers, les gardiens, en fait, ça ne va pas, ils ne sont pas assez dévoués, ils ne sont pas assez dociles. Voilà. Il n'y a plus assez de Pucin qui est décrit comme étant un humble surveillant, et donc il faudrait qu'il y ait davantage de Pucin parce que voilà, on a besoin de gardiens qui soient en fait dociles, et donc avec une description de Pucin comme étant particulièrement docile, ce qui n'était pas le cas du tout d'ailleurs. D'autres types de descriptions. Donc là, René Semmelweis, vous le connaissez peut-être parce que pendant longtemps, ça a été le biographe absolu. Ces biographies de médecins ont servi d'ailleurs à Jacques Postel dans sa nouvelle histoire de la psychiatrie. C'est encore une base assez fondatrice pour savoir un peu qui était psychiatre. Dans les notices biographiques de Semmelweis, il y a Pucin, donc il y a d'ailleurs d'autres infirmiers. René Semmelweis, qui lui-même est l'arrière-petit-neveu de Philippe Pinel. Et donc la notice sur Pucin est assez intéressante parce que là-dedans, on dit que Pucin aurait peut-être eu un diplôme de médecine à la fin de sa vie. Ce n'est pas impossible, il reconnaît que c'est possible. C'est effectivement tout à fait crédible dans le contexte du début du 19e, où par exemple des femmes, y compris sages-femmes, ont obtenu un diplôme de médecine, mais sur la base de ce qu'on appellerait aujourd'hui la reconnaissance des acquis. C'est-à-dire c'est vraiment la reconnaissance de l'expérience. C'est une possibilité qui a été restreinte, mais qui a existé. Ensuite, qui a été évacuée. Et précisément ce que Semmelweis dit dans la notice, il dit, même si ça a été le cas, quand même, malgré tout, ce n'est pas la même chose d'avoir un vrai diplôme de médecine que d'avoir un diplôme qui aurait potentiellement été reconnu. Et il dit, en plus, cet exemple, à mon avis, est faux. Ça n'a pas eu lieu. Même si ça a eu lieu, c'est un exemple qu'il ne faudrait pas suivre parce qu'en gros, quand même, il y a une valeur plus grande d'avoir fait des vraies études de médecine théorique
que d'avoir une reconnaissance de l'expérience professionnelle. Et là, je pense qu'on a un très bon exemple de comment les choses sont toujours posées aujourd'hui en France, hein, avec l'idée que même si vous avez seulement 2 ans d'expérience, que vous avez tout appris dans les livres, eh bien, en définitive, vous valez plus. Peu importe, hein, ce que dit Summerlin, c'est assez clair, c'est qu'il reconnaît le rôle, mais c'est quand même inférieur parce que ce ne serait pas des vraies études de médecine. Quelque chose qui est assez intéressant là-dessus sur les lectures qui en seront faites plus tard. Et enfin, une autre lecture qui est celle de, ce n'est pas n'importe qui, c'est Monsieur Bourneville, hein, qui coédite avec Paul Bru, qui est lui-même aussi un républicain de gauche, directeur administratif. Donc là, vous avez un médecin qui s'associe avec le directeur. Bourneville est contre la figure des médecins directeurs. Bourneville est un radical de gauche. Bourneville est aussi pour la défense des patients. C'est une figure assez à part, hein, dans la figure de la Troisième République. Et Bourneville est connu pour quoi ? Hein, donc c'est eux qui citent ce passage où on dit qu'il serait devenu médecin malgré lui, entre guillemets, puissant. Eh bien, il faut savoir que Bourneville, ce n'est autre que le créateur des premières écoles d'infirmiers. Donc tout se lie. Hein. Ce n'est pas pour rien que Bourneville préface Paul Bru qui lui met en valeur des trucs qui sont complètement mis de côté par les médecins, cette hypothèse qu'éventuellement peut-être Poussin aurait pu devenir médecin, tout simplement parce que c'est lui qui mène à l'ouverture des premières écoles d'infirmières. Je tiens à dire ici tout de suite que c'est aussi une construction biaisée. Même si j'ai dit que Paul Bru fait vraiment des recherches dans les archives, ce qui n'est pas le cas par exemple de Scipion Punel ou de Charmetton, c'est pas n'importe quel héros qu'on choisit. Hein. Également en 1890, Poussin c'est un homme. Majoritairement, ce sont déjà des femmes à l'époque. Hein. Poussin c'est un homme. Poussin c'est un laïc. Bourneville est quelqu'un qui est radicalement opposé. On rappellera qu'à l'époque, les ordres hospitaliers jusqu'aux années 1960-70 sont majoritaires, hein, dans le traitement des personnes atteintes, dans le secteur de la santé mentale, on va dire. Et c'est un Parisien. Ça aussi, c'est important. Parce que, en fait, au 19e, Paris n'est pas forcément le centre du monde en termes. Et de la France, il y a notamment l'école montpelliéraine. Les femmes sont exclues, la tradition des ordres hospitaliers sont exclues, et on exclut l'idée qu'il y aurait des innovations provinciales. Bon. Alors, où passe-t-on ? Ça fait 25 minutes que je parle, donc ça va, mais il faut que je passe un peu plus vite. Vous voyez que dans le contexte de ce qui a été transmis au cours du 19e siècle, en tout cas dans les ouvrages qui portent sur l'histoire, qui peuvent être produites par des politiques, par des médecins, par des personnes un peu administratives, on a différentes visions de qui est Poussin, quel serait son rôle. Et contrairement à ce qui est dit, la vision de Scipion Pinel, hein, qui dit que c'est son papa qui a tout fait, est un petit peu moquée. Hein. Un petit peu moqué parce qu'on sait que c'est le fils et on sait qu'il a un petit peu brodé autour de la chose, et notamment les gens qui ont connu en fait les personnes concernées. Que se passe-t-il au XXe et au XXIe siècle ? Eh bien, il se passe qu'il y a l'entrée des historiens professionnels dans toute cette histoire, et des philosophes en particulier. Et évidemment, le nom qui s'impose, et que quand même là, par contre, vous connaissez absolument tous, c'est Michel Foucault. C'est intéressant de voir que Michel Foucault, dans uniquement la première version, donc Folie et déraison, là ensuite dans la seconde version de 1972, Folie et déraison n'est plus dans le titre principal de la première version, il cite Poussin sous un mauvais nom qui est Pierre Saint, et là on a excusé Foucault en disant qu'il s'était basé sur quelqu'un qui avait écrit, mais c'est la seule et unique occurrence au XIXe siècle dans les archives où on trouve Poussin qui est mal orthographié sous cette forme en plus. Bon, étant donné l'érudition de Foucault, personnellement j'ai un petit peu un doute quand même sur cette façon d'avoir mal orthographié, puis ensuite le nom a disparu, tout simplement. Je trouve qu'il y a là quelque chose d'un peu étonnant. Et par contre, dans son livre, il fait tout un cas autour de Pinel. Lui aussi se focalise sur cette question des origines de la psychiatrie, encore une fois, comme si tout s'était noué autour de Pinel, et puis ensuite, finalement, tout avait dérivé des choix qui avaient été faits en 1793, et dans lesquels, en gros, il explique, ça c'est bien connu, que Pinel n'était pas un bienfaiteur de l'humanité, mais qu'il y a toute une rhétorique du biopouvoir, du pouvoir psychiatrique. Cela a été mis en cause par Gladys Wayne, Marcel Gauchet, qui défendait l'idée d'une autre histoire de la folie, comme vous voyez dans le sous-titre de leur livre. Et là, par contre, Gladys Wayne a remis au centre et a repris Poussin,
Mais là aussi, c'est pas pour parler de Poussin, c'est pour réhabiliter Pinel contre la version qui était celle de Michel Foucault, en disant qu'il y avait vraiment un dialogue avec l'insensé à trois qui s'était construit, je schématise très vite, et que finalement la dérive du système asilaire, c'est quand on exclut l'idée qu'on fonctionne à plusieurs et qu'il y a un vrai dialogue entre infirmier, médecin, patient, et que ce serait entre guillemets la faute d'Esquirol qui rigidifie l'asile et qui en fait un lieu finalement de pouvoir. Ce qui est d'une part une vision très elliptique sur ce qui se passe entre Poussin et Pinel, et qui est aussi une caricature assez largement sur Esquirol. Une autre addition chez les historiens est la grande spécialiste qui a redécouvert le manuscrit dont je vous parlais tout à l'heure des observations du citoyen Poussin, donc le manuscrit écrit par Poussin lui-même sur ses observations de patients, qui les a publiés en 1978 aux États-Unis. C'est intéressant, c'est Dora Weiner, donc c'est elle et non pas Gladys Wayne qui a redécouvert ce mémoire. Et Dora Weiner, initialement, était censée écrire une biographie de Poussin. C'est ce qu'elle avait présenté, c'est ce qu'elle a dit qu'elle allait faire. Mais en réaction à l'ouvrage d'une autre ponte de l'histoire de la psychiatrie française, mais qui est états-unienne, qui est Liane Goldstein, dans laquelle Liane Goldstein avait cette provocation. Elle disait finalement Philippe Pinel, c'est un charlatan comme un autre, c'est pas réellement un savant. Et d'ailleurs, il s'inspirait de Poussin. C'était pas d'ailleurs dans son vocabulaire quelque chose de négatif. Eh bien, Dora Weiner a réinterprété ses sources et a finalement fait une biographie de Pinel et non pas de Poussin, et dans lesquelles elle a éclipsé un certain nombre de choses qu'elle avait elle-même trouvées sur Poussin, notamment ces fameuses observations qui n'apparaissent pas dans le livre, je sais, j'ai vérifié hier soir. Donc c'est quand même assez intéressant de voir que dans la mouvance, on aurait pu croire de la critique de la psychiatrie, qui est quand même très celle qui a été faite à la suite de Michel Foucault. On aurait pu s'attendre à ce que ce Poussin, qui était présent dans les textes, fasse partie de cette réécriture de l'histoire. Eh bien, il n'y est pas. Et il y est beaucoup moins, en fait, dans les travaux des chercheurs historiques de métier qu'il ne l'était sous la plume des médecins à l'époque, mais également après. Jacques Postel en particulier est celui qui a redéfendu cette idée qui était déjà présente au XIXe siècle. Il faut plutôt considérer Poussin et Pinel que c'est peut-être pas intéressant de savoir qui est le premier à avoir enlevé une chaîne, à quel jour exact, quelle était l'heure précise du moment où on a inventé la camisole, mais que c'était peut-être plutôt de voir que c'est un duo au départ et que personne ne s'attribue plus que l'autre la création de quoi que ce soit. Ce livre également, Le gynécologue, c'est ce livre aujourd'hui, on en parle dans un instant, qui a inspiré le fait qu'il y a des bâtiments aujourd'hui qui s'appellent Poussin, il n'y en avait pas auparavant. Et c'est un roman. Et du côté des infirmiers, quelles sont les transmissions à l'heure actuelle dans la recherche, dans l'enseignement, dans les institutions? C'est une vaste question, je n'ai pas du tout la prétention d'y répondre. Du côté de la recherche, il y a un certain nombre de travaux qui ont déjà été évoqués. Et puis, moi, je voulais rendre hommage, mais malheureusement, il ne pouvait pas être là aujourd'hui, à Marcel Jäger, qui a récemment écrit quelque chose sur Jean-Baptiste Poussin. Donc, j'en rends hommage. Mais dans un cadre plus quotidien, dans le cadre de votre quotidien, qu'en est-il de ces transmissions exactement ? En particulier, qu'est-ce qui a été transmis de Poussin dans les formations? Qu'est-ce qu'on enseigne aujourd'hui de l'histoire médicale et de la place de Poussin dans les cours infirmiers? Qu'est-ce qu'il en a été au 19e? Qu'est-ce qu'il en a été au 20e siècle? Quelle est la place de l'histoire en général dans la formation infirmière? Et quels sont les modèles infirmiers, les héros, les héroïnes aussi, peut-être, potentiellement, qui sont transmis ou ne sont pas transmis? Et dans les institutions, au niveau de la vision des choses et tout simplement des lieux de mémoire, je vais revenir là-dessus, qu'est-ce qu'on voit? Quelles sont les personnes qui sont présentées dans les espaces psychiatriques au quotidien? Également, qu'est-ce qu'on sait des transmissions en termes de littérature grise? On a parlé tout à l'heure de toutes les productions qui ne sont pas forcément publiées. Qu'est-ce qui a été transmis dans la mémoire orale dans les institutions? Qu'est-ce qui est transmis aussi par les patients qui avaient aussi un avis sur les personnes qui les soignaient? Moi, je voulais juste vous montrer quelques images parce que sinon, j'arrive à la fin de mon temps. Alors, au niveau des portraits, ces fameux portraits de Pinel, etc., on ne voit pas vraiment d'infirmier, éventuellement peut-être derrière le bras de la dame, mais c'est pas sûr. Au niveau, tout simplement, dans les villes, on peut voir Pinel en géant dans le 13e arrondissement de Paris. Nous avons des sculptures, il y a eu des timbres avec Philippe Pinel. Et si on fait une espèce de tableau comparatif, alors c'est pas du tout exhaustif, mais au niveau de la recherche, c'est assez clair. Poussin, 663 références dans Google Scholar. Pinel, 17 500. Donc là, il y a vraiment
pas d'équivalence dans ce duo dont pourtant au 19e était conçu comme étant complémentaire. Il faut savoir que Robert Fleury, l'auteur, avait fourni une première esquisse, donc ce sont les politiques aussi qui ont choisi, mais c'est aussi parce que c'était pour être suspendu dans un lieu médical. On voyait beaucoup plus Poussin, là, il est présent, mais ça n'a pas été retenu comme esquisse. Donc ce serait l'éventuelle seule représentation qu'on a, mais c'est donc une représentation cachée. Alors c'est un problème. Chez nous, les historiens, nous disons que si vous n'avez pas de lieu de mémoire, et au sens du lieu physique, mais au sens de l'objet mémoriel, eh bien, vous n'avez pas d'identité collective. Une collectivité a besoin d'une mémoire, et cette mémoire doit s'incarner dans un certain nombre de lieux et d'objets au sens large. Ça a été démontré, il est démontré qu'il y a un intérêt à la fois cognitif, mais également pratique, pour la pratique éventuellement peut-être thérapeutique, à valoriser, à travailler son histoire collective. On a parlé tout à l'heure d'injustice épistémique déjà, donc je ne reviens pas dessus. L'agnotologie, pourquoi et comment est-ce qu'on efface des savoirs et des connaissances, les connaissances infirmières, travailler là-dessus et revisibiliser les injustices. Ça a été montré dans le cadre des études genre notamment que ça a un indice et un impact sérieux qui est mesurable en termes de psychologie sociale et de sociologie. Un infirmier et une infirmière sera plus efficace si elle a conscience de la mémoire collective dont elle hérite. C'est pragmatique, c'est mesurable, c'est démontré. Ce n'est pas juste pour faire jolie l'histoire. Il y a un intérêt et un certain nombre d'historiens y travaillent. Donc certes, héroïser Poussin, peut-être aurait-il besoin d'une statue, mais ce n'est pas suffisant. On a besoin de davantage de connaissances et de recherches. On a besoin de recul. Je pense qu'une cinquantaine de travaux pour savoir qui est le papa originel, de toute façon, est-ce que tout est contenu dans les origines? Je ne suis pas sûre. Et puis, sur Poussin, il reste un certain nombre de choses à voir, et notamment, par exemple, les évolutions, les influences réciproques, et notamment, ce n'est pas du tout la même chose entre ce qui se passe à Bicêtre et à la Salpêtrière, entre la façon dont Poussin et Pinel réciproquement conçoivent différemment le soin des femmes et des hommes, quelque chose à voir. Ce ne sont pas les mêmes héritages de Poussin-Pinel. Tout à l'heure, j'ai évoqué, mais il y a toute une tradition d'héritage en Amérique latine de Pinel et Poussin qui serait intéressante. Et puis pourquoi les Américains? Il y a toute une tradition au Canada. Comment se sont faites ces transmissions? Comment elles sont différentes suivant les espaces? Et puis quand est-ce qu'on mobilise ou pas? Et comment l'exemple de Poussin, qui parfois est d'ailleurs mis comme nom sur des unités de contrainte. Mais au-delà, qui sont les autres infirmiers, infirmières? Où sont les femmes? Où sont les marguerites? Où sont les contre-modèles également, celles qui ont été refusées par les médecins, par exemple Aline Lemaire, qui a eu l'audace de s'opposer à la direction. Où sont ceux qui ne sont pas parisiens, les religieux, les privés, les autres soignants? Quels ont été leurs rôles, leurs influences? Et d'hier à aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de choses à faire encore, et ce n'est pas juste une question d'érudition, c'est une question d'identité, c'est une question d'autonomie, et c'est une question de savoir. Et je termine là-dessus. Alors, merci Aude Fauvel pour ce merveilleux voyage et passionnant dans l'histoire de la psychiatrie. Moi, j'ai beaucoup appris, mais j'ai beaucoup apprécié. Et bien argumenté, bien guidé dans le voyage. Et en plus, avec un très grand respect du temps imparti. Bravo, bravo, bravo. Et donc, la parole aux questions. Merci beaucoup, c'était chouette de voir cette mise en perspective. Peut-être une ou deux précisions ou des trucs qui découlent de ce que vous dites. Le l'IFSI Jean-Baptiste Poussin, c'est à Esquirol, c'est avant, c'est dès les années 90. C'est un des premiers, c'est Yves Dorion qui était un directeur d'IFSI très engagé qui avait baptisé l'IFSI comme ça. Il y a l'histoire de Jacques Juchet, je ne sais pas si... c'est un infirmier chercheur qui a retrouvé l'histoire de Médecins des Folles et qui s'est fait admonester, dont la carrière a été massacrée suite à ça. Donc c'est des enjeux effectivement importants. Il y a l'histoire de la suppression des études de médecine entre 1793 et 1802. Donc on ne voit pas comment il aurait pu avoir un diplôme de médecine, puisque ce n'est qu'en 1802-1803, je crois, que... on remet au goût du jour les études de médecine. Il y a la création des officiers de santé.
Et on peut imaginer que c'était un peu à vif pour les médecins après la suppression de leurs études et puis cette création de cette nouvelle catégorie. Qu'est-ce qu'il y avait ? Oui, puis il y a toute la question des empiriques, parce que Guillaume Broutet, il n'est pas infirmier, il est recteur, mais pas plus qu'on va le reconnaître. Frère Hilarion, il est à moitié fou, il crée des institutions qui existent encore, il a fait un peu d'études de médecine. Enfin, c'est vrai qu'il y a plein de personnages qui sont... voilà, dont on ne sait pas quoi faire, ni où les ranger. Puis il y a Jean Cleudat, dont on parle absolument pas, qui lui, alors là, si on parle d'origine... Oui, alors vous dites beaucoup de choses. Sur la question, oui, j'ai pas eu le temps parce que voilà, je voulais respecter le temps. Par exemple, aussi sur ces hôpitaux en Amérique latine, dont certains, alors il y a un hôpital qui s'appelle Pinal, mais qui a un pavillon Pucin, qui a été fondé dans les années 20. Alors pourquoi ? Enfin, où sont les filiations ? Là, il y aurait vraiment des choses à creuser. Je pense qu'on passe aussi par... voilà, au Brésil, il y a toute la tradition de la religion positive. Si vous faites Auguste Comte, il y a eu des transitions entre la France et l'Amérique latine. Mais par exemple, là, dans les années 20, il y a des hôpitaux psychiatriques et des unités qui sont en lien avec cette histoire. Pourquoi ce choix ? Pourquoi les années 20 ? Enfin, il y aurait toutes des filiations à creuser. Quand est-ce ? C'est pour ça, moi, je passais très très vite, mais qui, quand, comment nomme ou pas et donne une plaque ou pas à Pucin ? Pourquoi il y a des pavillons Pinel, Pucin ? Où est-ce qu'ils sont ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont imposées ? Donc il y a quand même pas mal de ces unités Pucin qui ont été créées pour beaucoup dans ces 10 dernières années. Mais alors je suis allée creuser sur certains cas pour savoir, notamment en 2016, il y a une création parallèle Pucin-Pinel au même endroit. Donc je me suis dit... Qu'est-ce qui est écrit, au moins sur le site internet, pour voir le choix ? Est-ce qu'il y a une réflexion ? Alors, on ne trouve absolument rien. La seule chose que j'ai trouvée, il faudrait aller sur place, voir s'il y a une plaque. Qu'est-ce qui est écrit sur la plaque ? Celle de Pinel, celle de Pucin, c'est pour ça que je parle de lieu de mémoire. Ça dépend ce qui est écrit sur la plaque aussi. Si c'est juste l'un à côté de l'autre, mais qui a écrit que c'était son humble serviteur dévoué, etc., qu'il a aidé matériellement à enlever la chaîne, c'est sûr que ce n'est pas tout à fait le même discours. Mais le chef de service a admis que c'était suite à la lecture du roman. Là, par contre, il y a vraiment un impact dans La Nuit de Bicêtre qui a inspiré pas mal de gens. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais dans les périodes antécédentes et dans d'autres espaces, il y a tout à creuser. Sur la question, oui, de la difficulté, Paul Bru et Bourneville, ça a été un peu les seuls. Avoir osé, c'est pas complètement les seuls, il faudrait la regarder parce qu'on trouve assez souvent des gens qui disent oui, c'est pas vrai, les souvenirs du père Richard, c'est conneries, c'est pas possible, etc. Qui donnent par exemple le fait que d'abord on voit pas très bien comment elle aurait pu faire des études de médecine tout en étant surveillant, voilà, et que par ailleurs il y avait à l'époque plus de diplôme de médecine. Sauf que je rappellerai que ça n'a jamais été dit que c'était un diplôme de médecine, d'études de médecine. C'est un diplôme de reconnaissance des acquis, comme par exemple pour la sage-femme Marie Boivin, dont une de mes collègues a montré, ce sont des diplômes qu'on appellerait aussi honoris causa. Et c'est plutôt les facultés étrangères qui les délivraient. Les facultés françaises ne le faisaient pas et de toute façon, là, elles n'auraient pas pu le faire vu qu'il n'y avait pas de possibilité. Il semblerait que si ça s'est produit, ce serait plutôt une de ces facultés de médecine étrangère. Ce serait intéressant d'aller vérifier. Personne ne l'a fait. Il y a, je vous l'ai dit, beaucoup de travaux. Mais en fait, c'est toujours la même chose. Les travaux, c'est savoir c'est qui exactement, quand et pourquoi qui a enlevé les chaînes. C'est comme beaucoup ça. On n'est pas allé vérifier vraiment. En 1793, les médecins, comme on supprime les corporations, ils vont devoir passer devant des espèces de jurys populaires qui vont les certifier comme médecins ou comme non-médecins. Un truc hyper humiliant, mais on peut tout à fait penser aussi que Pucin aurait pu, à la faveur de ce truc-là, être reconnu comme médecin. Exactement, il y a aussi cette possibilité. En tout cas, moi, ce que je peux certifier, parce que le document, je l'ai, c'est qu'il est payé 1 200 francs par an. Le médecin adjoint, à la même époque, à la Salpêtrière, est payé 1 000 francs. Donc il est plus payé, il est moins payé que Pinel, mais plus que le médecin adjoint. Et c'est écrit texto « médecin des folles ». Point. Je veux dire, et l'argent et le statut sont là. Donc voilà, c'est juste
Merci Philippe. Oui, je voulais. C'est vrai que je m'étais intéressé un peu à l'histoire des infirmières et la création des premières écoles à Paris. Et je revois Bourneville, effectivement, qui était celui qui a créé les premières écoles d'infirmières à Paris, et sous un statut assez blessant pour les infirmières, puisque sur la plaque de l'école d'infirmière, il avait écrit: l'infirmière apprendra ce que le médecin voudra. D'ailleurs, ça reste toujours là. Je veux dire, à l'école, la pitié salpée. Je veux dire, oui, il faudrait la dévisser à un moment donné. Il y avait Madame Chaptal aussi, qui était dans le créneau de la création des écoles d'infirmières. Est-ce qu'il y a eu des controverses entre Madame Chaptal et Monsieur Poussin? Parce que je me dis, une était plus dans les soins généraux, l'autre en psychiatrie, mais ils ont dû effectivement lutter tous les deux pour avoir une formation digne de ce nom, ce que la médecine a révoqué d'entrée, je veux dire, pour éviter effectivement d'avoir une frange, disons, Nightingale, je veux dire, au niveau de la France. Alors, il y a toute une histoire. Alors, enfin, ça me mènerait très, 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 très loin. Bon, déjà, il y a la femme de Poussin qui prend un très grand rôle. Finalement, lui, il finit. Et d'ailleurs, à la fin, Pinel n'est plus très content de Poussin. Il trouve que Poussin a pris trop d'ascendant et sa femme aussi. Voilà, et que ça devient presque lui qui a éclipsé le maître, entre guillemets, à la salpêtrière. Les écrits c'est pour ça que je dis que ce serait intéressant d'aller plus loin, de creuser sur parce qu'il s'est autonomisé. Il est presque, si ça se trouve, devenu médecin. En tout cas, c'est marqué dans ce qu'il touche, hein, dans son cachet. Donc il y a toute la question de la femme de Poussin, et elle a pris aussi beaucoup d'ascendant, et la question des femmes de médecins aussi, qui deviennent surveillantes des folles, hein, Bon, il y a toute cette histoire-là, et précisément dans les règlements modèles des asiles d'aliénés, Esquirol aussi déjà, il y a un certain nombre de choses qui vont être précisées pour éviter que ces femmes ne prennent trop de pouvoir. Il y a clairement quelque chose qui se joue là-dessus. Sur le rôle précis de Madame Chaptal par rapport à Bourneville, je ne sais pas, mais par contre, je peux vous dire qu'il y a une Aline Lemaire en 1863 qui a eu l'audace de faire une pétition au Sénat et d'envoyer un mémoire de 203 pages, qu'il serait intéressant, par exemple, je ne sais pas, de publier, dans lequel elle disait « Mais le médecin directeur de l'asile de Châlons fait n'importe quoi. Ça ne va pas du tout, et moi, en tant que surveillante, je me permets de le dire. » Elle s'est faite virer immédiatement, donc voilà. Mais la pétition est allée au Sénat. Ça a fait toute une histoire, etc. Et si vous avez vu, donc il y a toutes ces polémiques que moi j'ai étudiées anti-aliénistes, dans lesquelles il y a des infirmières qui prennent parole. Il y a aussi d'ailleurs des religieux qui disent dans les asiles publics, il n'y a quand même vraiment pas de contre-pouvoir, au moins dans les nôtres, il y a quand même plus de possibilités pour les patients quand il y a des abus de faire quelque chose, plutôt que ce médecin directeur plénipotentiaire hérité de l'Empire. Et Bourneville, c'est assez ambigu parce que lui, il fait partie de ceux qui veulent que la loi 38 soit révisée, qui veulent que les patients aient plus de pouvoir. Dans son secteur, il autorise les patients à tenir un journal qui, voilà, c'est intéressant, qui est sorti aussi de l'asile. Enfin, il est très pro-empowerment, mais beaucoup pour les hommes quand même. Il y a quand même des aspects genrés, assez clairement. Et puis, il peut aller que jusqu'à temps. Hein. Il ne faut pas oublier qu'il est pas reconduit aussi, qu'il va un peu trop loin. Il n'est pas réélu. Hein. Donc, il y a aussi cet aspect-là. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est plus Bourneville. Hein. Tout ce qu'il a fait, c'est cassé. Hein. Sur les enfants, c'est à la poubelle, alors que c'était incroyable. On a conservé les objets pédagogiques pour les voir au musée à Paris de la BUM. C'est les mêmes qu'on utilise aujourd'hui. Tout a été... voilà, dès qu'il est parti, on a tout mis de côté. Et on a durci les règlements. Merci Aude Fauvel, merci beaucoup.